Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger à mes côtés, Cécile Cornudet des Échos. Bonjour à vous Cécile. Bonjour. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Votre ligne et vos idées Éric Ciotti se sont imposées au sein de votre famille politique. Valérie Pécresse vous a assuré de la prise en compte de certaines de vos propositions. Et à droite, on vous regarde désormais comme la boussole qui pourrait indiquer le cap de la victoire. Mais le chemin est encore long avant le retour de la droite au pouvoir. Emmanuel Macron n'a pas dit son dernier mot. Et Éric Zemmour tente de provoquer l'hémorragie de vos militants. Nous allons largement en parler. Mais tout d'abord, l'actualité ce matin, c'est le résultat du référendum autour de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie que l'on attend pour la mi-journée. Emmanuel Macron devrait s'exprimer. Il y a une forte chute de la participation, Éric Ciotti. Est-ce que cela peut entamer ou entacher la légitimité d'un tel scrutin, selon vous ? Non, je ne le crois pas. C'est le 3e référendum en vertu des accords de Nouméa. Le premier a eu lieu en 2018. Chaque fois, il y a eu une majorité claire pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et je souhaite bien entendu que le résultat, mais je n'ai guère de doute, confirme l'adhésion des Néo-Calédoniens à la France. C'est un territoire extraordinaire. C'est un territoire stratégique aussi pour notre nation dans cette zone où va se jouer l'avenir du monde, l'Indo-Pacifique. Et je souhaite que la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, reste française. J'y suis allé avec Laurent Wauquiez d'ailleurs. C'était à la veille du premier référendum en 2018. C'est un pays extraordinaire qu'il faut accompagner. Il y a des inquiétudes, notamment sur les 2 usines de production du nickel, dans la province nord et dans l'usine du sud aussi qui est en difficulté. Il faut accompagner ce territoire. C'est une nouvelle étape qui se construit aujourd'hui. Il faut qu'elle soit dans la paix. Il y a un risque. Il faut qu'elle soit dans la paix. Il y a un risque de tension l'après-référendum. Il y a toujours un risque. Et puis, je déplore la neutralité du président de la République. Ça m'a choqué dans sa conférence de presse. Il a dit que la Nouvelle-Calédonie serait moins belle sans la France, quand même. Oui, mais il a dit que le rôle de président de la République n'était pas d'être dans un camp. Bien, pour moi, oui, le président de la République, il doit être dans le camp de la France. Du coup, ça ne pourra pas être une victoire politique pour lui si la Nouvelle-Calédonie reste française. Je suis abasourdi qu'il n'ait pas pris position. C'est le premier président de la République à ne pas souhaiter clairement, de façon explicite, que la Nouvelle-Calédonie reste française. C'est le en même temps. N'est-ce pas une position tactique, Éric Ciotti, pour ne pas peut-être générer plus de tensions, sachant que c'est assez révélateur du macronisme. On ne pense rien, donc on ne fait rien et on ne bouge pas. La philosophie, Mathieu Bock-Côté, vous êtes l'expert, mais du macronisme, c'est l'immobilisme, c'est l'impuissance. On pense tout, on est avec les indépendantistes, on est indépendantiste, on est avec les Français de Nouvelle-Calédonie, on est pour le maintien de la France, et au final, c'est l'impuissance et l'immobilisme. Cet exemple, il est révélateur d'une politique générale. Mais au-delà de l'impuissance, sentez-vous chez Emmanuel Macron une indifférence quant au sort de la Nouvelle-Calédonie ? Oui, il y a une forme d'indifférence. Comment ne pas s'engager alors que c'est une zone tellement stratégique pour notre pays? On a vu comment on a été écarté de la zone Indo-Pacifique par l'accord entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, qui nous inviterait au contraire à réaffirmer avec beaucoup de force la place de planter le drapeau français sur ce caillou qui est notre symbole. Qui peut croire qu'Emmanuel Macron n'est pas évidemment au fond de lui, j'allais dire par toutes ses veines et ses pores contre l'indépendance? Ça paraît être évident pour un président français. Moi, Vous avez un doute sur j'ai un doute sur ses propos. C'est d'ailleurs ce qui m'ont conduit, ça m'a souvent été reproché, à ne pas voter pour lui au second tour en 2017. C'est le crime contre l'humanité en Algérie. C'est ensuite le discours de Londres où il n'y a pas de culture française. C'est cette idée de déconstruire l'histoire. On peut se demander justement s'il n'a pas une vision du monde où la France n'est pas centrale. Pour moi, parce que j'aime passionnément la France, et c'est peut-être, on va dire, on va se centrer sur notre pays, mais oui, pour moi, la France, c'est le centre du monde. Et quand on est président de la République, on doit donner des signes d'amour de la France. Et je ne le sens pas vraiment chez Emmanuel Macron. Il a une vision multiculturelle, internationale du monde, où la France, finalement, est un des éléments. Ben moi, je dis que l'élément central, c'est la France. Nous allons en parler largement, faire attention aux premiers résultats partiels qui nous viennent sur ce référendum autour de la Nouvelle-Calédonie. Semble-t-il, ce serait un rejet
rejet écrasant véritablement de l'indépendance. Ce serait une victoire malgré tout politique d'Emmanuel Macron à quelques mois de la présidentielle. On va retenir cette lecture-là aussi. Non, je ne crois pas. D'abord, je me réjouis, même s'il n'y a pas beaucoup de doutes, puisque les indépendantistes ont boycotté le scrutin. On a vu que dans les bureaux, notamment de la province Nord ou des îles, il y a une participation qui est quasiment nulle. Donc le résultat ne fait pas de doute. C'est le fruit de maintenant plus de 25 ans, 98, les accords de Nouméa. D'un long processus, 3 référendums. Il y a eu 3 référendums, on est allé au bout. Voilà, maintenant la présence française, elle est définitive et c'était important, et je le dis, je suis en relation avec beaucoup d'amis néo-calédoniens parce que sur le développement économique, le territoire était paralysé parce que les investisseurs ne venaient plus, il y avait un doute sur le maintien de la présence française et le risque que ce territoire passe en main chinoise. L'enjeu était là et la Nouvelle-Calédonie restera française, elle ne sera pas chinoise et je m'en réjouis. Mathieu Bock-Côté. Retour dans l'Hexagone. À Nanterre, des catholiques en procession ont été victimes de menaces. D'après le témoignage d'un diacre recueilli par le Figaro, ils ont été traités, je cite, de koufars et menacés de « Wallah, sur le Coran, je vais t'égorger », a lancé l'un des agresseurs en direction du prêtre. Que vous inspire un tel événement? J'ai réagi immédiatement. J'espère que la justice fera son travail avec une grande sévérité contre cette apologie du terrorisme, contre cet appel à la haine, cet appel à la mort. Je crois qu'il ne faut rien laisser passer. Est-ce que c'est un fait divers pour vous ou un fait politique? C'est sans doute les deux. Sans doute les deux. Il y a un individu qui prononce ses propos, il faut qu'il soit condamné, poursuivi, je l'espère incarcéré, c'est la justice de le décider, mais il faut que la réponse elle soit d'une extrême fermeté, on ne peut rien banaliser. Et puis il y a aussi cette volonté de façon un peu plus générale, et ça a été un de mes engagements dans le Congrès, de remettre en cause ce que nous sommes, nos modes de vie, notre culture. C'est pour cela que je souhaitais personnellement l'inscription dans l'article 1er de notre Constitution que la France était un pays de tradition judéo-chrétienne. En quoi une inscription peut-elle être un bouclier ou un garde-fou par rapport à de telles menaces? Justement pour figer notre passé. Et c'était pas un fait religieux, je n'y voyais pas là une approche religieuse, mais justement une appartenance culturelle. Nous sommes les héritiers d'une civilisation multiséculaire. Moi, je souhaite pas qu'elle vienne être bouleversée, qu'on vienne nous imposer, comme c'est le cas par la violence, par l'intimidation, peut-être aussi, et malheureusement on l'a vu dans la phase ultime par le terrorisme, qu'on vienne nous imposer des modes de vie, des cultures qui ne sont pas fidèles à cette histoire. Est-ce qu'un drapeau étranger exhibé, alors sur celle qu'on appelle la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, c'est un signe pour vous de ce que vous décrivez? Parce que des supporters algériens ont paradé hier sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire de leur pays face à leur rival marocain. C'était lors du quart de la Coupe arabe. Comment vous avez vu ce phénomène? Il y a eu quelques tensions. J'y vois aussi le signe de l'échec patent de l'assimilation. Je crois qu'aujourd'hui, les statistiques soulignent qu'il y a entre les premières, deuxième générations et les ressortissants étrangers de nationalité algérienne, plus de 2,5 millions de résidents algériens ou d'origine étrangère, je dis sur 2 générations parce qu'on va vérifier mes chiffres. Ça veut dire aujourd'hui que quelque part, je conteste pas qu'il y ait un attachement au pays d'origine, mais on voit que la plupart, sans doute, des protagonistes de ces violences que je condamne et que je dénonce, sont français. Et ça veut dire que quelque part, leur nation d'origine, celle de leurs grands-parents ou de leurs parents, elle est plus importante que la nation qui les a accueillis. C'est le signe pour moi de l'échec patent de l'assimilation française. Vous avez utilisé souvent, tout au long de votre campagne, la formule des Français juridiques pour parler justement des Français qui ne sont pas... ce cas. Voilà, donc, mais qu'entendez-vous exactement? C'est une formule forte. Qu'est-ce que vous entendez par un Français juridique? Ces jeunes sont devenus français, notamment par le fait du droit du sol, mais ils n'ont pas adhéré dans leur âme, dans leur esprit, à ce qu'est la France, à son histoire, dans sa globalité, à sa culture. C'est ça. La faute à qui, est-ce que c'est la faute, certains disent, à la France, qui n'en a pas assez fait, ou la faute à certains de cette deuxième ou troisième génération qui ne souhaitent pas adhérer à ce que vous décrivez? La faute à la France qui a accueilli trop d'étrangers
et qui a été incapable de les assimiler. Donc il y a un problème aujourd'hui naturellement quantitatif. Quand on accueille plusieurs centaines de milliers d'étrangers par an, il devient de plus en plus difficile de les assimiler. Quand on quelque part, quand il y a une forme de ghettoisation dans des quartiers où on a même dans certains de ces quartiers des tours en fonction de catégories ethniques. J'ai vécu dans ma ville, bien sûr que c'est difficile d'aller vers l'assimilation. Donc il y a une responsabilité, puis il y a l'échec de l'école aussi. L'école de la République. Et peut-être aussi qu'on a laissé des familles vivre dans leur culture d'origine. L'enseignement des langues et cultures d'origine, ce qu'on appelle les ELCO, à l'école est une erreur tragique. Moi, je réclame plus d'enseignement de français plutôt que d'enseignement d'arabe à l'école. Le gouvernement avait dit qu'il supprimerait ces ELCO. Ils sont toujours là. Sur le plan migratoire qui rejoint le plan européen, la présidence française donc, du Conseil de l'Union européenne débutera le 1er janvier et Emmanuel Macron a souligné les contours, dit-il, d'une Europe puissante dans le monde et pleinement souveraine. Il est revenu, il a parlé de la protection des frontières. Finalement, c'est ce que vous ne cessez de répéter. J'imagine que vous êtes d'accord avec lui. C'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Il y a des mots et puis les paroles ne suivent pas. Donc d'abord, sur la forme, je trouve assez regrettable qu'on prenne cette présidence française qui va durer 6 mois en pleine campagne électorale. Aurait-il fallu faire il y a eu en Allemagne des cas précédents. La laisser à notre pays ? Il y a eu oui, l'Allemagne, c'était le chancelier Schröder, je crois, si je ne dis pas d'erreur, qui avait laissé cette présidence pour ne pas interférer avec le calendrier électoral. Là, on voit bien que cette présidence, elle va être le support d'une communication électorale. Donc, il y a des paroles qui n'engagent en rien. Bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger les frontières extérieures de l'Europe. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? C'est toujours le problème avec Emmanuel Macron. Il peut avoir des mots justes. On l'a vu notamment dans les multiples hommages qu'il a prononcés, hélas dans des circonstances tragiques, des discours comme celui des Mureaux sur l'islamisme assez pertinents, et puis des actes d'une faiblesse insigne, parce que le en même temps, j'y reviens, a été à l'œuvre, l'impuissance, l'immobilisme et une forme de lâcheté aussi. Voilà, je le dis sur ces sujets. On va continuer à en parler, notamment avec Cécile Cornudet sur l'Europe, qui a encore des questions à vous poser. Et puis la droite, vous allez peser sur la campagne de Valérie Pécresse. Comment, Éric Ciotti? Et puis comment retenir aussi certains des LR, s'il y en a, qui seraient tentés par Éric Zemmour? Vous nous direz votre formule, votre recette dans quelques instants. À tout de suite. Et notre invité en direct ce dimanche est Éric Ciotti. La première question de cette deuxième partie vous est posée par Cécile Cornudet. Oui, Valérie Pécresse a répété à la Mutualité hier qu'elle était porteuse d'un projet radical. Comment vous la définiriez, la droite Pécresse? Une droite d'autorité, une droite libérale. Voilà, ces deux piliers. D'ailleurs, c'est pas totalement un hasard si nous sommes arrivés en tête tous les deux au premier tour. Une droite fière. Parce que, oui, moi en tout cas, personnellement, j'ai totalement assumé l'esprit du programme économique de réforme, de grande réforme de François Fillon. J'assume aussi au plan politique, j'ai été un des derniers à combattre. J'étais au Trocadéro derrière François Fillon. J'assume cette droite qui dit la vérité, une droite de responsabilité. Donc, Valérie Pécresse, elle a porté ces deux piliers. Elle a une image centriste, celui de plus centrale, ça vous inquiète pas? Je ne crois pas. Voilà, sa présidence en Île-de-France, c'est à la fois de l'autorité, la charte de la laïcité, le bouclier de sécurité, beaucoup d'investissements sur la sécurité. C'est aussi une politique de baisse des dépenses publiques. Et on a ces attitudes communes. Moi, j'ai été présidente du département. Dans mon département, j'ai fait baisser les dépenses publiques, j'ai fait baisser la dette et j'ai diminué les impôts. À propos de ça, la principale critique des macronistes contre elle, c'est qu'elle a augmenté les impôts en 2010 quand elle était ministre du budget. Donc c'est pas faux, c'est vrai, 35 milliards d'augmentation des impôts, et c'est complètement contradictoire avec cette posture d'aujourd'hui. Les macronistes, dont la mauvaise foi fait partie de l'ADN, oublient simplement de dire qu'en 2010, on était face à la pire crise économique qui avait frappé la planète depuis 1929.
et que Nicolas Sarkozy a été l'artisan de la sauvegarde d'un système financier où à l'époque, rappelez-vous, on se demandait si on pouvait aller reprendre son argent sur les livrets. Donc il y a eu des mesures difficiles. La Banque Centrale Européenne avait pas du tout la même politique. À l'époque, la Banque Centrale Européenne ne rachetait pas les dettes, comme c'est le cas aujourd'hui. On va revenir Mario sur Draghi a changé économique. complètement les choses, donc c'était beaucoup plus compliqué. Je réponds à la question mais vous avez raison. complètement. Sur la droite, Valérie Pécresse, que répondez-vous à ceux qui la dépeignent en Macron compatible, futur Premier ministre d'Emmanuel Macron, si celui-ci était réélu? Certains de vos militants et sympathisants continuent de le penser et s'inquiètent de la suite pour la droite. Que leur répondez-vous ce matin? Je veux leur dire qu'ils ont tort, voilà, parce que avec Valérie Pécresse, nous avons une unité, nous avons une communion de vues. C'est une femme de droite. Elle le dit, elle l'a dit très clairement hier. La droite est de retour et ses actes. On peut être de droite et Macron compatible. Difficilement. Vous voulez que je vous donne des exemples ? Difficilement, parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron n'a rien à voir avec une politique de droite. Quand on augmente les dépenses publiques de façon inconsidérée, quand on augmente la dette, quand on laisse prospérer la violence, des zones de non-droit, hors crise sanitaire, 140 milliards d'euros de dépenses publiques, en plus, hors contexte sanitaire. Le déficit structurel, hors crise sanitaire, il est passé de 2,9% du PIB avant la crise en 2019 à 4,4% après. Ça veut dire qu'on continue à dépenser l'argent public, donc l'argent du contribuable, qui est financé soit par la dette, soit par les impôts, pour des raisons d'ailleurs bassement électorales et qui ont peu d'efficacité sur la croissance et sur l'emploi. Donc, et quand on laisse prospérer l'immigration, quand on ne combat pas l'islamisme, je ne crois pas vraiment qu'on soit de droite. Alors, nous cherchons à définir la droite Pécresse. Madame Pécresse, on a l'occasion de le dire plus tôt cette semaine, Madame Pécresse considère n'avoir rien en commun avec Éric Zemmour, mais beaucoup en commun avec vous. Comment est-ce possible? Je ne sais pas si elle a dit qu'elle avait rien en commun. Nous, donc elle a quelque chose en commun avec lui? Ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qui sont les nôtres. Moi, j'ai toujours appartenu à la même famille politique, comme Valérie Pécresse. Elle était au RPR, j'étais au RPR. Nous avons livré toujours les mêmes combats, toujours dans la fidélité, dans la loyauté. Elle est partie de LR. Oui, elle est partie à un moment, je dirais que, voilà, elle est partie au moment où Laurent Wauquiez quittait cette formation politique. Elle est partie au moment où Laurent Wauquiez portait les idées que vous portez. Oui, mais c'est pas en critique à Laurent Wauquiez, puisque elle a démissionné après. Donc c'était pas un acte de défiance. Xavier Bertrand l'avait fait plutôt en défiance à Laurent Wauquiez, pas Valérie Pécresse. Donc, moi, je la connais bien. On a livré des combats ensemble, notamment en 2012, aux côtés de François Fillon. C'est une femme de droite. Sa gestion budgétaire, et je le redis, sa gestion en matière d'autorité, son combat notamment pour qu'on empêche de financer par l'argent public les transports des clandestins, elle a livré ce combat contre le macronisme. Donc je n'ai aucun doute sur la sincérité de son engagement. Vous sentez-vous, et je pose la question franchement, vous sentez-vous écartelé? À Villepinte, on scande votre nom, Ciotti, Ciotti, Ciotti. Chez les LR, dès qu'il y a un deuxième tour qui se présente, tous se liguent contre vous et pour Mme Pécresse. Vous sentez-vous écartelé ou désiré de manière, on pourrait dire, de manière différente entre les deux camps? Moi, d'abord, je crois que mes idées aujourd'hui sont les idées d'une très grande majorité de Français. Et il faut que tout le monde intègre cette réalité, y compris certains dans notre famille politique. Il ne l'a pas encore intégré. Ça avance. J'ai bien compris que le chemin n'est pas encore fait. Ce que vous soulignez, mon résultat qui s'est fait en quelques semaines à peine, qui m'amène à 40% tout seul, montre qu'il y a cette attente et qui est très forte. Et quand on interroge sur mes idées, enfin, sur celles que j'ai pas le monopole de ces idées, j'ai pas cette prétention, mais plus d'autorité, plus d'ordre républicain, moins d'immigration, plus d'assimilation. Les Républicains vont gagner sur votre ligne. Les Français disent, une campagne de premier tour. Les Français disent aux 2/3 qu'ils y sont favorables. Donc j'ai la faiblesse de croire que les idées que je défends, auxquelles je crois avec sincérité, et depuis des années, parce que la sincérité en politique c'est important, elles sont très majoritaires, au-delà des Républicains. Elles sont même majoritaires à gauche sur certains sujets. C'est sur cette ligne, votre ligne, que Valérie Pécresse gagnera en 2022. Moi, j'ai trois convictions, trois analyses. Un, je souhaite qu'Emmanuel Macron soit battu.
Parce que le pays ne pourra pas supporter 15 années de gestion Hollande-Macron, d'immobilisme, d'impuissance, d'absence de courage, de désordre, de fracture. 2, je suis convaincu que seul un candidat, et donc désormais, seule Valérie Pécresse, issue de la droite républicaine, pourra être le pivot au second tour d'un rassemblement pour faire battre Emmanuel Macron. Et 3e conviction, tout va se jouer au premier tour pour savoir qui affrontera Emmanuel Macron. Et ce premier tour, je le dis très clairement, il se gagnera à droite. Alors c'est la question. Il se gagnera à droite. On vous entend sur les valeurs d'autorité et de liberté. Sauf que et d'identité. Vous n'êtes pas le seul à porter des idées. Il y a aussi des centristes et en l'occurrence le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui appelle justement au rassemblement et qui appelle Valérie Pécresse à se joindre à lui. Est-ce que le rassemblement peut se faire avec Jean-Christophe Lagarde, la droite et le centre ? J'ai envie de dire combien de divisions, Jean-Christophe Lagarde. Voilà. Et puis des attitudes assez choquantes que j'ai dénoncées. Parce qu'il avait affirmé, rappelons-le, que Charles Pasqua, s'il était vivant, aurait mis une balle dans la tête d'Éric Zemmour. Qui était insupportable, ignoble, que j'ai dénoncé. D'ailleurs, propos qui n'ont donné suite à aucune démarche ou procédure judiciaire. J'imagine si certains, dans un autre camp, avaient tenu les mêmes propos. Bon, mais ça, c'est une parenthèse que je referme. Simplement, Valérie Pécresse, elle a un projet, il a été soutenu, elle est dans une famille politique. Après, j'espère que de tous les camps, des électeurs la soutiendront. Oui, mais je parle pas de ça. Ceux qui viennent. Oui, mais justement, si jamais il appelle à une union entre la droite et son parti, l'UDI, est-ce que vous direz que c'est une ligne rouge à ne pas franchir ? Je suis pas pour une alliance d'appareil. Chaque électeur est libre. Il faut qu'on aille chercher des électeurs qui sont partis vers Marine Le Pen et il faut leur parler, qui seraient tentés par Éric Zemmour et il faut leur parler, d'autres qui sont allés vers Emmanuel Macron. L'enjeu est là. Les alliances d'appareil, nous avons un projet qui nous aime, nous suivent, j'ai envie de dire, mais ne changeons rien et ne mettons pas de l'eau tiède qui ferait fuir beaucoup plus d'électeurs que cela ne pourrait n'en ramener. Valérie Pécresse a remporté la primaire sans le moindre doute. Est-ce que vous avez remporté la primaire idéologiquement? Êtes-vous le vainqueur idéologique de la primaire? Je sais pas si je peux, j'ai pas la prétention de dire ça. Est-ce que vous le pensez? Mais je pense que les idées auxquelles je crois, que je défends, et quelquefois souvent un peu dans l'isolement, mais aujourd'hui ça progresse. En tout cas, ce qui est important, c'est le soutien des électeurs. Je suis même convaincu que si nous avions eu une primaire ouverte, peut-être le résultat aurait été encore plus important. Eh bien, je le dis. Vous l'auriez emporté ? Je sais pas, mais je sens dans l'opinion, je sens dans la rue une très large adhésion en disant enfin, voilà, vous dites les choses. La droite est là, elle s'assume, elle ne s'excuse plus. Notre problème, c'est que on le voit quand je vois les critiques des macronistes là aujourd'hui d'ailleurs dans la presse avec les éléments de langage convenus de monsieur Castaner, d'autres, de monsieur Véran en disant c'est la ligne Ciotti qui s'impose. Parce que ça les gêne. Ils nous ont enfermés dans un camp idéologique où on n'avait pas le droit de sortir, au risque d'être fustigé, de sortir du camp du bien. Voilà, c'est la gauche qui a établi ces frontières. Eh bien moi, j'ai brisé cette frontière. J'ai brisé cette frontière idéologique et j'espère que derrière moi, d'autres vont le faire parce que je crois que c'est la condition indispensable de la victoire. Soyons nous-mêmes, soyons fiers de nos idées. La droite, c'est grand, c'est beau, c'est l'autorité, c'est l'ordre, c'est la liberté, c'est ce qui émancipe, c'est ce qui permet à chacun d'avoir une espérance. Si tu vas marquer une pause, justement, vous dites la droite, c'est aussi Charles Pasqua. Valérie Pécresse vous a qualifié de Charles Pasqua. C'est-à-dire que vous êtes déjà fléché pour le ministère de l'Intérieur. S'il y a victoire, évidemment, nous en parlerons. Et puis, quand même, la stratégie vis-à-vis d'Éric Zemmour qui tente de faire venir vos militants et vos sympathisants. Vous nous direz quelle parade à cela. À tout de suite. Et ce dimanche, notre invité, c'est Éric Ciotti. La droite Pasqua, dit de vous, Valérie Pécresse. Oui, elle dit que vous êtes son Charles Pasqua. Elle reprend dans son équipe de campagne une de vos principales conseillères. Autant au lendemain de son élection, vous aviez eu besoin de mettre un petit coup de pression. Autant là, est-ce que vous diriez, je suis bien traité par Valérie Pécresse? J'ai une communion de valeurs, d'idées et d'objectifs avec Valérie Pécresse. Je souhaite ardemment qu'elle gagne. Je souhaite qu'elle soit la première présidente de la République française. D'abord, ça serait un symbole de modernité très fort.
Être une femme est un symbole de modernité? Oui, je crois, ça serait une évolution. Après que le général de Gaulle, en 1944, ait donné le droit de vote aux femmes, c'était quand même dans notre famille politique, après le combat de Simone Veil, on aurait à droite quand même ce symbole extraordinaire. Et puis, je souhaite sa victoire pour le pays, pour enrayer le déclin. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire gagner Valérie Pécresse, c'est de faire battre Emmanuel Macron, et je serai totalement engagé derrière elle. Après, j'ai dit les choses. Je pense que pour gagner, il faut avoir un cap très clair. Mais je suis convaincu que ce cap sera suivi. Ça fait 2 fois que vous le précisez. Est-ce à dire, Éric Ciotti, que vous serez un petit peu l'arbitre des élégances de la campagne de Valérie Pécresse, qu'au moindre, j'allais dire, coup de barre centriste, vous allez sortir un carton jaune pour la candidate? Non, on est en train de travailler sur le projet, notamment, puisque un projet, il vit dans une campagne présidentielle. On est à 4 mois du scrutin. Il y aura forcément des propositions nouvelles. Moi, j'ai porté une mesure très forte sur la suppression, en tout cas la diminution forte des droits de succession et de donation. Elle a déjà été reprise. On va la définir, on va en définir le contour par Valérie Pécresse. C'est un résultat extrêmement important parce que il incarne pour moi un double symbole, celui de la transmission. Moi, je crois en la transmission des repères, des valeurs, pas simplement du patrimoine. Quand une famille a travaillé toute sa vie, qu'elle a été imposée, que lorsqu'elle quitte cette terre, eh bien, les enfants doivent voir la moitié du patrimoine pris par l'État. Eh bien, c'est une mesure très forte qui va s'adresser aux classes moyennes. Que vous appelez sur le régalien, on a quasiment une similitude de projets. Vous savez, vous êtes des frères jumeaux sur le régalien. On a fait le Guantanamo à la française. Alors, je crois qu'il y a quand même une différence de taille. J'allais y venir. J'allais y venir. D'abord, cette formule, elle n'est pas de moi, elle est d'un de vos confrères qui m'a posé une question. Mais vous l'avez reprise. Elle est d'un de vos confrères qui m'a posé une question. Dans le programme de Valérie Pécresse, il y a la rétention de sûreté pour les islamistes qui sortent de prison. C'est très exactement ce que j'ai voulu dire par cette formule. C'est une proposition que j'ai déposée avec le député Guillaume Larrivé, par ailleurs conseiller d'État. C'est une mesure qui dit quoi? Qu'après la peine, quand un islamiste sort de prison, un terroriste islamiste, mais qu'on considère qu'il est encore dangereux, parce que la prison, naturellement, ne l'a pas enlevé sa dangerosité, eh bien, la société doit utiliser un principe de précaution. C'est la rétention de sûreté sous le contrôle. Pardonnez-moi, dans l'inconscient, ce sont des tortures. Vous avez utilisé l'expression. J'ai dit à la française. Sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention. Donc sur le fond, vous voyez, ça fait une polémique qui plaît aux commentateurs. Sur le fond, on avait tous les deux, dans notre programme, eh bien la même idée. Donc elle est d'accord avec vous, mais pas avec le terme. Voilà. C'est ça. Mais moi, je symbolise. Vous savez, il faut pas avoir. Ça faut bien comprendre. Valérie Pécresse est d'accord avec le Guantanamo à la française pour peu qu'on le nomme autrement. Elle a dans son projet la rétention de sûreté pour les islamistes sortant de prison. Voilà. C'est ce que je veux dire et c'est ce que je réclame. C'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy dans la primaire de 2016. Il proposait même un référendum. Voilà. Donc, ça veut dire que nous voulons des mesures qui sortent du cadre habituel, parce que nous sommes en guerre, les islamistes nous ont déclaré une guerre. Du cadre habituel, c'est-à-dire pas du cadre de l'état de droit? Non, il faudra une réforme de la Constitution. Nous sommes dans un état de droit, mais le droit, il évolue, et c'est pour cela qu'on souhaite, et Valérie Pécresse l'a inséré dans ses propositions de loi constitutionnelle qu'elle a présentées, il y a la rétention de sûreté. Vous avez pendant votre flat tax, vous vouliez vraiment une forte baisse de l'impôt sur le revenu, elle n'en parle pas. Nous verrons comment cela évolue. Moi, je suis convaincu qu'il faut une baisse forte des impôts. Alors, on a une situation des dépenses publiques, des déficits publics budgétaires qui est épouvantable. 3 000 milliards d'euros de dettes. On a un déficit public aujourd'hui qui sera de l'ordre de 6% pour 2021. Nous sommes dans un niveau où, je reprends la formule de Valérie Pécresse, Macron a cramé la caisse. Donc, à un moment, il faudra arrêter. Mais moi, je suis convaincu que, et c'est pour ça aussi que je dis c'est une mesure de droite, qu'il faudra une baisse massive des impôts parce qu'on ne peut plus continuer à être le pays au monde où on paie le plus d'impôts et de charges. Valérie Pécresse dit que Emmanuel Macron a cramé la caisse. Ce matin, dans le journal du dimanche, les macronistes affirment qu'avec Valérie Pécresse, ce seront des lendemains qui pleurent, un tel programme. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Au contraire, c'est plus de croissance, plus de richesse, c'est plus de développement économique. C'est pas un slogan là, plus de croissance. C'est pas l'argent, c'est pas l'argent public. C'est là où on est dans cette addiction à l'argent public qui paralyse notre pays. L'addiction à l'argent public, l'addiction à la bureaucratie fait que plus on dépense de l'argent public, moins notre pays est efficace. Est-ce que on est au cœur de la 5e vague? On n'a toujours pas été capable d'ouvrir des lits de réanimation. Nous sommes face à la violence. Est-ce que nos services de sécurité fonctionnent mieux? Donc plus est-ce que notre système éducatif, qui est celui comme jamais, qui est celui où on consacre le plus de moyens en Europe, a les résultats? Rarement, il y a eu une croissance aussi en forme, hein, parce qu'en 2020, nous sommes le pays d'Europe où la croissance, la décroissance au cœur de la crise sanitaire a été la plus forte, quasiment 2 fois plus qu'en Allemagne. Donc il n'est pas complètement illogique, comme on est descendu plus bas, que l'on remonte, mais on reste toujours au même point. Éric Ciotti, retour à la politique un instant. Il y a quelques semaines, vous avez dit, lorsqu'on vous a posé la question, que vous voteriez dans un 2e tour Macron-Zemmour, vous voteriez Zemmour. Il n'y a aucun doute que vous souhaitez que Valérie Pécresse soit au 2e tour et que cette question ne se pose pas. Mais rediriez-vous la même chose qu'il y a quelques semaines, un 2e tour Macron-Zemmour, vous votez Zemmour? Écoutez, aujourd'hui, je suis totalement convaincu que Valérie Pécresse sera au second tour. Voilà. Et je vais me battre chaque seconde pour cela, c'est la seule solution gagnante. Mais vous pas la question posée. Vous ne reprenez plus ce que vous disiez il y a quelques semaines. Vous savez, moi, je suis un homme, de vérité. Bien sûr, mais vous croyez que je vais changer d'attitude en fonction des circonstances? J'ai bien sûr la même réponse. Mais je dis aujourd'hui que seul Valérie Pécresse peut gagner. Éric Zemmour ne peut pas gagner. Pourquoi alors? C'est ça. Éric Zemmour ne peut pas gagner parce que il a un profil qui ne peut pas être au cœur d'un rassemblement de tous ceux qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, et ils sont très majoritaires dans le pays. Valérie Pécresse sera au cœur de ce rassemblement qui viendra de toutes parts pour battre Emmanuel Macron. Donc je dis d'ailleurs aux électeurs d'Éric Zemmour, et souvent, ce sont des Français qui, comme moi, partagent le constat et l'inquiétude du déclin de notre pays. Les électeurs d'Éric Zemmour, dans ma ville, à Nice, ils votent pour moi. Voilà, ceux qui aujourd'hui sont tentés, je les vois, je les connais. Eh bien, je leur dis, et pourquoi? Et ils veulent aujourd'hui qu'on change, qu'il y ait plus de sécurité, moins d'immigration, moins d'impôts. Je résume, voilà. Eh bien, je leur dis, si vous voulez ça, eh bien, si vous votez pour Éric Zemmour, vous aurez à nouveau Macron. Et vous croyez pas à l'union des droites que cherche à avoir Je crois au rassemblement nécessaire de tous les électeurs de droite. Vous dites ce matin à des électeurs d'Éric Zemmour de passer à Valérie Pécresse. Pour certains, le saut va être assez difficile à faire. Mais bien sûr, non, parce que il faut qu'ils aient conscience que si on veut sauver le pays, il faut arrêter le déclin français qui s'associe à la gestion Macron-Hollande. Ça fait 10 ans, ce sont les mêmes. Hollande et Macron, c'est la même politique. Il faut que les Français ouvrent les yeux. Si on veut arrêter ça, eh bien oui, aujourd'hui, il n'y a qu'une candidate qui peut le faire. Autrement, toutes les autres solutions reconduiront le mandat Macron. Et bien donc ça, Éric Zemmour sert Emmanuel Macron. En tout cas, s'il est face à lui, je redoute que ça soit une solution perdante. Mais ce que vous dites est important, c'est-à-dire que votre désaccord avec la candidature Zemmour n'est pas un désaccord idéologique. C'est que vous croyez fondamentalement que Mme Pécresse est la mieux placée tactiquement, stratégiquement pour l'emporter. Il y a des différences. Il y a des différences idéologiques aussi. Sur le constat du déclin, du déclassement social, du déclassement identitaire, je peux partager le constat. Après, il y a des visions qui sont très différentes. Les débats historiques, naturellement, je ne m'y associe, je ne partage rien de certains constats qui ont été faits, notamment sur la Seconde Guerre mondiale. La phrase de Valérie Pécresse, là, plutôt que Pétain, je choisis les marins de l'île de Sein, ça moi, j'ai cité, c'est une critique d'Éric Zemmour. J'ai cité les marins de l'île de Sein dans mes discours. Je suis issu d'une famille gaulliste, je suis issu d'un village, d'ailleurs nous y étions avec Valérie Pécresse lundi, qui a été classé juste parmi les nations. Donc je connais cette histoire, la protection des Juifs, c'est une part de notre histoire.
En tout cas, je crois qu'il se trompe lourdement sur ce sujet. Il se trompe lourdement sur ce sujet. C'est important, parce que c'est la première fois que vous esquissez une critique importante à l'égard d'Éric Zemmour et du candidat Éric Zemmour. C'est pas la première fois. Quand il se dit gaulliste, vous ne le croyez pas? Je l'ai toujours dit. Mais moi, c'est à lui de le dire. Là, sur cette approche de l'histoire, elle est sans doute un peu éloignée du gaullisme, mais je ne m'associerai pas à la meute. Hein, je l'ai dit, il y a des différences, il y a des nuances. Éric Zemmour, je le connais depuis longtemps. Mais là, vous appelez quand même ces électeurs à vous rejoindre. Mais bien sûr, donc là, mais je leur dis... C'est une bataille entre vous. Éric Zemmour appelle vos électeurs à vous, LR, et vous appelez ces électeurs. Mais je dis à ces électeurs, voilà, s'ils veulent battre Emmanuel Macron, il n'y a qu'une solution, c'est Valérie Pécresse. Voilà. Et ça, c'est important, mais... Et je leur dis aussi que je serai le garant que les idées d'une droite qui ose être elle-même, qui défend l'autorité, qui défend l'ordre, qui valorise le travail, eh bien, aura toute sa place. Mais là, c'est un ticket en réalité. On dirait que c'est un ticket Valérie Pécresse et Éric Ciotti. On n'est pas à l'américaine en France. En tout cas, ces idées, je suis convaincu que Valérie Pécresse y adhère fortement. Encore une question, parce que Laurent Wauquiez, dont vous êtes proche, dit dans le journal du dimanche ce matin que Éric Zemmour confond fermeté et brutalité. J'ai lu l'interview de Laurent Wauquiez, j'adhère intégralement à ce qu'il a dit. On a la même vision, la même analyse, y compris sur Éric Zemmour, voilà, en disant qu'il n'y avait pas, j'ai plus le terme qu'il a utilisé là-dessus, mais qui se dissociait aussi de ces procès d'intention, d'une violence absolue. Après, voilà, nous avons, là aussi, il parle d'optimisme. Je l'ai dit moi-même dans une interview, c'était au Figaro cette semaine, nous portons aussi un optimisme. Le constat du déclin, il est là. Et nul n'est besoin de dire qu'il fait soleil s'il pleut et que les Français voient que la pluie, ça mouille. Voilà. Donc moi, je suis un homme de vérité. On peut partager un constat, mais le constat, ça suffit pas. Il faut des réponses. Nous avons une équipe, et une belle équipe, qu'il n'y a pas en face dans la Macronie. Vous pensez que c'est votre principal argument par rapport à la Macronie, l'équipe de France, la compétence, la droite, l'équipe, un projet chiffré, de la responsabilité dans les réformes. Il faut réformer le pays, il faut réformer les retraites, il faut réformer le temps de travail, il faut réformer l'État. Tout ça n'a pas été fait. Et on va continuer. Donc on le fera avec responsabilité. On est un parti de gouvernement. Je le dis aussi, une petite nuance sur les vaccins. Moi, je crois en la science, je crois au progrès. J'ai entendu des discours un peu de scepticisme là-dessus. De la part de qui ? Notamment d'Éric Zemmour là-dessus. Moi, je crois qu'il faut aussi protéger les Français là-dessus et être un parti de responsabilité. Ce matin, on entend en tout cas que vous marquez vos différences avec Éric Zemmour et que vous appelez ses sympathisants militants. Moi, je suis dans une famille, j'ai toujours été, je n'en ai jamais changé. Les soirs de victoire, c'est très facile, mais les soirs de défaite où on a vu aussi ceux qui ont une colonne vertébrale assez souple fuir avec une célérité vers le camp des vainqueurs. Et moi, je suis dans ma famille et je souhaite qu'elle gagne. Parce que j'aime mon pays, je veux le meilleur pour moi. On va continuer à en parler parce que dans votre famille, il y a une ombre importante, une ombre qui plane. J'entends, c'est Nicolas Sarkozy qui n'a pas encore pris publiquement position pour Valérie Pécresse. Pourquoi ? Qu'attend-il ? Est-ce que vous le pressez, si je puis dire, à le faire ? On va en parler dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Et notre invité pour ce dimanche en direct sur Europe 1 et CNews avec notre partenaire Les Échos, Éric Ciotti. La question vous est posée par Cécile Cornudet. Oui, on parlait d'Éric Zemmour. Nicolas Sarkozy, hier, s'est posé en défenseur de sa liberté d'expression. Et en même temps, il dit que sa fonction, son statut d'ancien président, l'empêche de se positionner en faveur, clairement, de Valérie Pécresse. Est-ce que c'est pas étonnant, ce double mouvement ? Il a dit qu'il parlerait prochainement. Oui, mais c'est peut-être maintenant qu'on attend la position, d'autant qu'il y avait beaucoup de sarkozystes derrière Valérie Pécresse. Ça sera au moment décisif, mais je ne doute pas une seconde que Nicolas Sarkozy apportera à Valérie Pécresse son soutien. Vous je ne vois pas comment. Non, je n'en doute pas. Entre Emmanuel Macron parfois il a pu être proche, même dans des conversations et des rendez-vous, et Valérie Pécresse, il n'y a aucun doute pour vous. Nicolas Sarkozy a porté au plus haut notre famille politique avec la victoire de 2007, qui d'ailleurs pour moi est un exemple. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure.
Nicolas Sarkozy, il avait parlé à tous les électeurs. C'est la première fois que le Front National avait autant chuté parce qu'il avait eu un discours de vérité. C'est la même campagne qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser emprisonner dans les tabous, il faut parler à tous les électeurs, pas se soucier des appareils, des commentateurs. Il faut peut-être être clair dans le soutien, alors. C'est un exemple, mais je suis sûr qu'il le saura, j'ai pas de doute. Mais posons la question autrement. S'il ne soutenait pas Valérie Pécresse, est-ce que ce serait un véritable échec pour votre camp? Je n'imagine pas cela. Je n'imagine pas cela une seconde. Quel serait le moment décisif pour lequel, enfin, à partir duquel Nicolas Sarkozy, parce qu'il paraît décisif ce moment maintenant, c'est la dynamique qu'on attend. Il y a une dynamique sondagière que Valérie Pécresse doit transformer en dynamique politique. Je me hasarderai pas à donner des conseils à Nicolas Sarkozy. Voilà, il est libre de son calendrier. Une étape, une campagne, il faut la rythmer. Il y a plusieurs étapes. Voilà, là, il y a une dynamique liée au Congrès que nous engrangeons. Il y a des forces qui se lèvent. Il y a une espérance nouvelle. Valérie l'a dit hier, la droite est de retour. On nous disait, on avait quasiment vissé les boulons du cercueil. Par exemple, sur les jeunes, elle n'est pas de retour. Oui, mais regardez ce matin dans le journal du Dimanche, c'est quand même frappant. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, quand même arrivent à attirer les jeunes, et un parti comme le vôtre n'y arrive pas malgré ce que vous dites sur cette dynamique. On a un travail programmatique à faire pour parler à la jeunesse aussi, c'est ce qui va être fait, mais une campagne, elle n'est pas terminée le premier jour. Je vous disais tout à l'heure qu'elle va évoluer, il y aura des mesures fortes, nouvelles, c'est la liberté de la candidate. Maintenant aussi... C'est elle qui est au volant. C'est elle qui est au volant, elle est libre, et puis, bon, on l'a vu... Et vous êtes le copilote. Est-ce que vous vous définirez comme le copilote d'ailleurs de cette campagne? J'ai pas cette prétention. En tout cas, je suis dans la voiture, voilà. Vous êtes nombreux et je dans la veux pas de sortie de route. Vous n'avez pas le sentiment que Nicolas Sarkozy attend de voir comment ça tourne, si effectivement cette dynamique s'installe pour choisir entre les deux? Non, je lui ferai pas j'aime trop Nicolas Sarkozy pour lui faire ce procès. Il vous l'a dit? J'en ai parlé. Je sais qui sera loyal à notre famille politique. Question autre, question France-Algérie. Alors, la France ouvrira ses archives judiciaires avec 15 ans d'avance par rapport à la guerre d'Algérie. Est-ce que vous espérez un geste réciproque de la part de l'Algérie? Et sinon, est-ce que c'est pas finalement une main tendue sans main de retour? Bien sûr, je l'ai demandé d'ailleurs. Ça a été ma réaction dès que Madame Bachelot a fait cette annonce, qui est, que quelque part je regrette. C'est toujours une petite concession à la victimisation qui est faite et aux attaques contre notre pays. Voilà, arrêtons avec ces procès dont on accable la France, notamment sur sa présence en Algérie. Est-ce que l'Algérie se porte mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait quand il y avait une présence française? C'est un débat d'historien, mais enfin, il peut être regardé. En tout cas, moi, je suis naturellement pour la réciprocité et je suis pour qu'on arrête une forme de faiblesse avec l'Algérie. J'avais proposé dans ma campagne qu'on revienne sur la prolongation des accords d'Évian avec les accords de 68, notamment, qui donnent les certificats de résidence administrative aux Algériens. J'évoquais ce chiffre tout à l'heure de 2 800 000, je crois, Algériens de plusieurs générations présents en France, grâce aux facilités qui ont été données par ces conventions de 68. Je crois que le temps serait sans doute venu de les revoir. On a une forme de complaisance avec l'Algérie et que l'on n'a pas d'ailleurs avec le Maroc. Et je trouve que c'est un peu différent. Que l'Algérie peut-être se portait mieux lors de la colonisation que maintenant. Là, c'est un pays. Ce sont des propos qui peuvent provoquer. C'est un pays qui a subi des crises, des fractures, Est-ce que c'est un pays démocratique aujourd'hui? C'est une démocratie quand même. Les mots d'Emmanuel Macron. C'est une démocratie toute militaire, une démocratie toute relative. Bon, voilà, donc c'est un débat d'historien, mais en tout cas, moi je n'accable pas. Je ne serai jamais de ceux qui accablent la France, et au contraire, je crois que dans ces pays, la France y a amené le progrès plus que le retrait. Avez-vous l'impression que l'Algérie a tendance à faire porter à la France tous ses défauts internes, tous ses problèmes internes? Bien sûr, c'est une facilité de politique intérieure à laquelle il ne faut pas se soumettre et à laquelle il faut résister.
Et en tous les cas, l'histoire, une nouvelle fois, percute cette campagne présidentielle. Merci Éric Ciotti. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions pour ce grand rendez-vous. Je remercie mes camarades chaleureusement. Je les remercie Cécile Cornidet et Mathieu Boccoté. Restez avec nous sur Europe 1 et CNews, la suite de vos programmes. Et notez, comme d'habitude, que le grand rendez-vous est rediffusé à 20h sur CNews. Très bon dimanche à vous.